ça peut faire du bien à beaucoup de personnes, je pense. Pour resituer un peu les harkis, le film, si vous pouvez développer un petit peu. Oui, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci au réalisateur pour ce film. Oui, on avait senti la nécessité peut-être de replacer aussi le film dans un contexte historique qui est à la fois l'objet de multiples prises de position publiques depuis la fin de la guerre d'Algérie jusqu'à nos jours, qui reste un sujet brûlant. Plus près, d'accord. Qui reste un sujet brûlant et en même temps un objet qui est assez complexe puisque le terme de harki qui est utilisé aujourd'hui dans les débats politique français, dans le débat public français, en fait, englobe toute une série de personnes qui avaient des statuts extrêmement différents pendant la guerre d'Algérie. Ici, en fait, on a affaire essentiellement à des harkis proprement dit, c'est-à-dire des supplétifs de l'armée française, qui ne sont pas membres de l'armée française, qui ont un statut civil, mais qui sont intégrés comme supplétifs dans l'armée française, et plus précisément, dans ce qu'on voit dans le film, ce sont des harkis qui sont intégrés à des opérations de ce qu'on appelle les commandos de chasse, qui, notamment lors du plan Châle, à partir de 1959 jusqu'en 1961, avait pour mission d'aller démanteler les maquis et les bases du FLN à l'intérieur des différentes wilayas. Donc là, on est dans la wilaya oranaise, la 5e. Ces harkis n'ont représenté qu'une partie des auxiliaires de l'armée française d'origine nord-africaine, puisqu'on avait aussi des applis du contingent, qui ont été notre source qui d'ailleurs apparaît, je crois, dans le film La Trahison, qui est paru en 2006. On avait aussi des groupes mobiles de sécurité qui avaient des fonctions de gendarmerie et des groupes d'autodéfense avec des fonctions de police. Et puis les SAS qui, eux, avaient des fonctions de guerre psychologique essentiellement et de police des populations. Donc en fait, on a une extrême diversité des formes de supplétivité, d'auxiliarité qui ont été exercées au sein de l'armée française. C'est harki, ce nom qui est devenu un nom générique pour l'ensemble des Algériens qui ont servi la France à un moment donné et qui ont ensuite, en partie, été envoyés en métropole, en partie seulement, parce qu'on estime qu'on a entre 15 et 20% maximum de harkis qui ont pu rejoindre la France dans un temps long, hein, parce que très peu ont été rapatriés dans un premier temps. La majorité des harkis sont restés en Algérie, une partie a été tuée, une partie est restée. C'est les travaux de Pierre Dôme par la suite qui l'ont montré. Pour les harkis, au total, et les supplétifs de l'armée française, on a quelque chose qu'entre 200 et 500 000 personnes. En fait, on ne connaît pas le chiffre de ces harkis. Ces harkis ont à la fois servi la France et n'ont pas été enregistrés, n'ont pas été suivis administrativement de façon fine, d'où le fait qu'on a des fourchettes de chiffres extrêmement larges. Sur ces 200 à 500 000 Algériens qui ont à un moment donné pris position en faveur de la France pendant la guerre d'Algérie, les harkis ont représenté au maximum de leur présence 63 000 personnes. Ça, c'était en janvier 1961. Au total, on aurait eu entre 100 et 150 000 harkis. Voilà. Donc, c'est des chiffres, parfois on dit 200 000. Sur les chiffres à propos des tués, puisque c'est un sujet qui est récurrent dans le débat public à la fois français et algérien, on a des chiffres qui varient entre 10 et 150 000 tués, 150 000 étant un chiffre évidemment fantaisiste, 10 000 étant un chiffre relativement bas. Benjamin Stora a récemment estimé ce chiffre à entre 20 et 25 000 harkis qui sont massacrés ou tués à la fin de la guerre dans des circonstances extrêmement diverses, si bien qu'on ne peut pas parler d'un massacre d'harkis, mais en fait de vengeance plurielle et de situations de massacre plurielles en fonction des circonstances. Le film montre bien aussi que certains trouvent leur place aussi ou choisissent à la fin de s'intégrer pleinement à la nation algérienne en train de naître, en train de descendre de la colonisation française. Voilà, ce petit rappel, bien sûr, qui n'empêche pas vos questions, hein, si vous voulez davantage intervenir sur le sujet. Ce petit rappel pour replacer peut-être ces acteurs. Si vous voulez ajouter quelque chose, d'ailleurs. Je ne sais pas si ça peut vous l'allumer. Ce que je peux rajouter, c'est que Benjamin Stora, que j'avais appelé au moment où j'ai composé le générique de fin et la rédaction des cartons du générique de fin, m'a dit que lui, aujourd'hui, il estimait
le nombre de tués à 35 000, donc c'est le chiffre qui a le plus bas qui apparaît, en comptant l'année 1963. Et ce que je peux aussi ajouter, c'est que j'ai... Alors, quand j'ai accompagné le film pour le présenter, j'ai un jour été abordé par quelqu'un qui est le fils du sous-préfet Jean-André... alors, son nom m'échappe. Enfin, de quelqu'un... Le sous-préfet de Quetbou le sous-préfet d'Abkou. De quelqu'un qui est le fils du sous-préfet d'Abkou. Et ce fils du sous-préfet d'Abkou, qui se prénomme Hugues, a, au décès de son père, a trouvé dans la maison familiale des cantines qui contenaient toutes les archives de son père. Et le sous-préfet d'Abkou est à l'origine, au moment même de la guerre, d'un rapport qui inclut une liste de victimes dans sa circonscription, dans sa sous-préfecture, d'une liste d'1 millier de victimes. Et c'est à partir de cette liste, effectivement, qu'on a fait cette estimation de 150 000 tués, qui aujourd'hui est considéré comme un calcul très hasardeux, parce qu'on a appliqué à partir de ce chiffre-là un calcul qui était une multiplication sur l'ensemble de l'Algérie, alors que, évidemment, toutes les régions d'Algérie n'avaient pas la même densité de population, n'avaient pas la même présence de harkis et des combats. Mais dans ces archives, le fils du sous-préfet d'Abkou en a fait un livre qui est paru en 2022 et qui est un livre vraiment très très intéressant, que j'ai découvert aujourd'hui seulement, puisqu'il est paru cette année, et qui est très intéressant par le fait que, effectivement, il provient de quelqu'un qui était au cœur de l'application de la politique d'État. Donc il y a en effet un certain nombre de choses qui sont rapportées, dont on pourra peut-être reparler tout à l'heure, qui renvoient à des épisodes du film. Et d'ailleurs, ce que je voulais dire en fait, c'est que dès cette époque-là, dans le calcul que fait le sous-préfet à cette époque, lui-même revient sur cette estimation de 150 000 dès 1964, en disant que, alors il est, pour ça, il n'y a pas le détail de ce calcul et de son estimation, mais lui est en rapport avec les gens qui sont en Algérie, et il se base, à mon avis, d'une façon assez rigoureuse et honnête, mais qui n'empêche pas, bien sûr, une part d'erreur qui le prévoit. Et lui-même, dès 1964, revient sur cette estimation de 150 000 en disant qu'elle est certainement exagérée, et il revient à une estimation qu'il estime en dessous de 100 000. Et par ailleurs, je crois que ce sous-préfet d'Abkou était un ancien résistant qui avait été, me semble, déporté. Enfin, c'est quelqu'un qui a une expérience aussi. Un ancien résistant, ouais. Et quelqu'un qui est plutôt proche de la personne du général de Gaulle à ce moment-là. Ouais. Même s'il est très, il a beaucoup de réserve et il se démarque vraiment sur la façon dont les choses se passent après le cessez-le-feu. Et là-dessus, il apporte beaucoup de précisions qui, moi, à mon avis, par rapport à tout ce que j'ai lu jusque-là, sont très nouvelles. Alors, du coup, ça embraye aussi sur... le film est extrêmement intéressant en dehors de l'aspect artistique et filmique. Moi, je parle en tant qu'historien, donc je suis assez ras des pâquerettes. Il est extrêmement intéressant parce qu'il montre, en fait, très clairement toute une variété des formes, la grande variété des formes d'engagement et des formes de motivation, puisque les harkis restent prisonniers toujours aujourd'hui d'un discours politique très surplombant qui tend à leur assigner en quelque sorte soit des convictions qu'ils n'avaient pas nécessairement,
soit l'accusation de trahison, etc. Or, les travaux, maintenant depuis plusieurs années, des historiens montrent bien que le fait de participer à une ARCA, le fait de s'engager, était d'abord et en grande partie motivé par les conditions économiques misérables, par aussi les dissensions au sein de la société algérienne. Parfois, c'était des réactions par rapport à la violence exercée par le FLN, y compris envers d'autres groupes nationalistes, et qu'en fait, on a un mélange entre un soutien réel au régime, enfin à l'espoir que la colonisation va apporter quelque chose, on le voit dans le film, mais aussi des gens qui s'engagent pour des raisons extrêmement diverses, y compris des combattants du FLN qui sont retournés, et qui sont une fois retournés envoyés dans ces arcs. Le film, à cet égard, il est très fort, c'est-à-dire que vraiment il reflète ces discussions d'historiens qui sont récentes. Comment vous avez préparé le film? Comment vous avez... vous êtes d'abord... Pourquoi cette insistance sur l'Algérie? Et comment vous avez préparé, parce que d'autres films tels que La Trahison en 2006 en parlaient déjà, et comment vous avez préparé en amont ce film? Alors je te propose juste de décaler un tout petit peu parce qu'il y a ton nom qui s'affiche sur ton front. c'est pas grave. C'est un peu bizarre, il y a un faucon qui s'inscrit sur ton front. Alors, donc, cette histoire, elle est très liée à mon histoire personnelle et familiale. Parce que moi, je suis né au moment de la guerre, de parents qui l'ont vécu, qui ont été très marqués, comme tous les gens qui l'avaient vécu, par cette période. Et là-dessus, quand j'étais enfant, et sur la période où j'ai grandi, on avait vraiment le sentiment qu'il y avait un silence, il y avait quelque chose dont on ne parlait pas devant nous, il y avait un silence qui recouvrait des choses qui avaient été vécues, qui avaient été très difficiles. Et moi, je devais avoir 10 ans quand j'ai entendu le mot harki pour la première fois, comme ça, parce que sans qu'on en parle devant moi, mais parce que j'avais une oreille qui était à l'écoute. Et je ne comprenais pas qui étaient les gens qu'il désignait, mais j'ai entendu qu'il s'était passé quelque chose d'indigne, qu'il y avait eu des gens qui avaient été tués en nombre. Mais tout ça en même temps que l'évocation de beaucoup d'autres violences qui avaient touché d'autres catégories de gens, des Algériens, des Français. Et donc voilà, je pense que... Et ensuite, en grandissant, j'ai été amené à rencontrer d'autres jeunes de mon âge, comme les gens de ma génération, qui eux aussi étaient détenteurs comme ça d'une mémoire de la guerre qu'ils avaient reçue de la même façon, sans que ça soit très, très expliqué, très dit, et qui étaient des mémoires de la guerre qui étaient quelquefois très avives et qui pouvaient être très antagonistes entre elles, que ce soit des jeunes qui étaient les enfants d'anciens harkis ou des jeunes qui étaient les enfants de gens qui avaient vécu des souffrances pour la cause de l'indépendance de l'Algérie. Donc, ça c'est quelque chose que je crois qui est particulier aux gens de ma génération. Et donc par la suite, je me suis évidemment intéressé à des choses qui nous intéressaient davantage, les gens de nos âges, mais ayant choisi de faire du cinéma, il fallait s'attendre à ce qu'un jour ce sujet me rattrape. Et ça, c'est arrivé à l'occasion de... Enfin, je suis tombé sur le petit livre de Claude Sall, dont est inspiré le premier film que j'ai consacré à cette époque, qui s'appelle La Trahison. Et à l'époque de ce premier film, évidemment, j'avais eu beaucoup de lectures, puisque tout d'un coup, j'entrais dans la connaissance d'une époque que je ne connaissais pas, d'un épisode que je connaissais mal. Donc, il y avait eu beaucoup de lectures, j'avais eu des rencontres avec des gens qui avaient vécu cette période, un peu dans tous les camps. Et
Et de tout ça, j'ai fait en écrivant avec Claude Sall ce premier film, mais il en est aussi resté quelque chose sur lequel que j'ai pas utilisé dans ce premier film, parce que je n'avais pas les moyens de ça, et sur lesquels j'ai eu envie de revenir par la suite. Pas tout de suite, mais un peu après. Et donc voilà, et donc pour revenir sur ce qui est devenu le scénario de ce film, effectivement il y a eu à nouveau beaucoup de lectures, la connaissance de l'époque avait progressé, s'était enrichie, sortait comment dire, d'approches très rester prise par des points de vue encore marqués idéologiquement, etc. Et voilà, le scénario est venu comme ça, mais effectivement, j'ai beaucoup lu, j'ai à nouveau rencontré des gens, pas tellement la génération qui avait vécu les événements que j'avais rencontrés au moment de mon premier film, parce que il commençait à être âgé, mais d'autres. Et le film s'est écrit de cette façon, pas en une seule fois, parce qu'effectivement c'était un travail au long cours. C'est pas très facile d'entreprendre un travail comme celui-là pour le cinéma. Donc j'ai dû l'interrompre parce que j'ai aussi dû accepter d'autres tourner, en particulier des films pour la télévision, comme le film que j'ai fait juste avant celui-là. Et puis voilà, le scénario s'est élaboré de cette façon. Est-ce que vous avez eu... Est-ce que finalement le contexte politique général, la résurgence du débat sur l'air qu'on a vu ces dernières années en France, a été une contrainte ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui vous est resté à l'esprit au moment de l'écriture? Vous êtes affranchi totalement d'un débat qui reste très polarisé, très virulent, parfois... Non, je crois pas. J'étais bien conscient que c'était un sujet très compliqué, très assez délicat. Mais voilà, non, je suis parti. Je crois que c'est ce qui a été surtout moteur. C'est le fait que j'avais l'impression que cette histoire, en fait, on s'en éloignait. Je me rappelais que Claude Sall disait, lorsqu'on en parlait, il disait beaucoup, cette histoire, elle va être oubliée. Et c'était quelque chose qui le préoccupait. C'est-à-dire une histoire qui avait été très marquante pour lui et les hommes de sa génération, qui avait vraiment marqué très fortement leur vie. Il avait le sentiment que ça allait être oublié. Donc voilà, moi je pense que j'ai plutôt eu je me suis plutôt interrogé sur le fait que cette histoire, en effet, on la connaissait un peu par les témoignages de gens qui l'avaient vécu et qui avaient pu être recueillis, qui en avaient parlé, mais elle était aussi très absente, et en particulier au niveau du cinéma, c'était quelque chose qui restait... de mon point de vue, très très étonnamment absent. Excusez-moi, je vais peut-être plomber l'ambiance très universitaire de la soirée, mais je voudrais parler de cinéma un petit peu, parce que c'est pas un documentaire que vous faites, c'est un vrai film de cinéma. Et d'abord, la beauté des images qui contraste avec la violence de ce qui se passe. Et on voit bien avec la beauté des images qu'on n'avait rien à faire là-bas. C'était pas qu'on était vraiment un pays qui n'était pas le nôtre. La façon dont vous faites déplacer les animaux, dont vous parlez des traditions de ce pays, c'est très très beau. Il y a un travail sur la lumière aussi, qui est absolument remarquable et qui est très poignant. Et puis il y a un jeu des acteurs et c'est ma question. Il y a un jeu des acteurs qui est prodigieux. Il y a un acteur que je connais là-dedans qui s'appelle Yannick Chouara, qui joue avec Isabelle Carré bientôt une pièce de crime qu'on va voir dans le film avec Delanonchamp. Et tous les acteurs, je trouve qu'ils jouent ensemble. Je suppose qu'il y en a qui ne sont pas professionnels
et qu'il y en a qui sont professionnels. Comment vous êtes arrivé justement à faire cette osmose et puis cette mise en scène, parce que c'est une mise en scène quand même. Et c'est un vrai travail de directeur, d'acteur. C'est pas simplement, évidemment, un très beau film historique. Enfin, bravo, monsieur. Merci. Non, mais alors, évidemment, j'ai dit qu'il y avait une question et un sujet qui me concernait particulièrement, mais je l'ai abordé avec les moyens qui étaient les miens. Alors évidemment, c'est pas un exposé d'histoire, c'est avant tout un récit des personnages, et ces personnages sont portés par des interprètes, des comédiens qui leur donnent vie à l'écran. Et c'est ça, bien sûr, aussi qui m'intéresse en tant que réalisateur et en tant que cinéaste. C'est d'arriver à faire vivre, d'arriver à incarner une histoire que jusque-là on ne connaissait que... enfin, d'incarner partiellement, parce qu'évidemment, un film, ça ne peut raconter les choses que partiellement. Ça ne peut pas, un seul film ne peut pas raconter en entier toute la totalité et la complexité de la guerre d'Algérie comme question d'histoire. Donc là, on est au niveau des personnages. Et donc, tous les personnages du film sont en fait interprétés par des gens qui sont ou qui se destinent à être des comédiens. On peut croire que ce ne sont pas des comédiens de métier, parce que effectivement j'ai la réputation d'avoir beaucoup tourné avec des non-professionnels, mais là ce sont quasiment tous des jeunes gens, puisque tous les personnages sont jeunes, qui sont soit des comédiens avec déjà une expérience de comédien, soit sur scène, soit à l'écran, soit des gens qui se destinent à être comédiens, qui ont été formés pour ça, à l'exception de deux personnages du film, qui sont deux personnages féminins. Les deux personnages de mère, en particulier. La femme du personnage principal,